Aujourd'hui, dans notre focus, on va s'intéresser à l'impact de la vague MeToo sur l'économie, avec la cérémonie des Césars, le discours de Judith Godrèche notamment, et le nouveau hashtag MeTooGarçon. Le mouvement reprend de l'ampleur. On a donc voulu se poser cette question aujourd'hui. Trouvez-vous que les dispositifs des entreprises et institutions culturelles sont suffisants pour adresser le phénomène MeToo? Réponse non, à 72%. Et on en parle aujourd'hui avec Emmanuelle Dancourt. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là. Vous êtes journaliste et présidente de MeToo Média, et Victor Bourri, président de Backbone Consulting. Merci d'être avec nous. Tu es un habitué. Donc, je le disais tout à l'heure, on va se tutoyer dans cette séquence. Ça marche. Donc, non à 72%. Les dispositifs entreprises ne sont pas suffisants presque 7 ans après le début de MeToo. À quand le oui, Emmanuel? Mais quelle bonne question, Rebecca. J'aurais voulu que ça tombe. J'attendais le chiffre là. Donc 72%, c'est quand même énorme. J'imagine que c'est du vécu en plus, parce qu'on s'adresse ici à un public de connaisseurs, un public averti. Et ben, j'espère demain, après-demain. En tout cas, on fait tout pour, nous, les associations dites féministes, comme MeToo Média. Mais il n'y a pas que nous, d'ailleurs, qui travaillons. Les syndicats sont très en pointe. Il faut quand même le dire, sont très en pointe sur ces questions-là. Les CHSCT aussi. Enfin voilà, on essaye de mettre ça. Donc, et c'est très disparate. Il y a des entreprises qui sont vraiment compris ça à bras-le-corps il y a déjà longtemps. Et il y a des entreprises qui n'ont pas démarré. Et donc forcément, les violences sexistes et sexuelles inondant toute la société, bah, ça concerne aussi bien les entreprises très préparées que les entreprises qui n'ont encore rien mis en place, même pas un référent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment au niveau des entreprises, au niveau des cas individuels. On voit que le mouvement, ça fait presque 7 ans qu'il existe, ton agency. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, qui est assez peu mis en place, ou en tout cas, c'est au cas par cas, selon la volonté de la direction. Le changement de définition du harcèlement aussi a évolué dans le cadre de la loi. Tout à fait. En termes de mise en place d'actions et de transparence dessus, c'est toujours au cas par cas. Après, en termes de communication, on n'est toujours pas de la part des entreprises. On voit que ça reste un tabou, la peur du name and shame. Donc ça reste un vrai sujet. Donc demain, oui, mais enfin, plutôt après-demain. Je rebondis juste, c'est une volonté politique ou ça ne l'est pas. Et on le voit au niveau du gouvernement français. Bon, bah, ça ne l'est pas. Quand on a un président de la République qui, juste avant Noël, soutient Gérard Depardieu en direct dans une émission, validant ainsi au plus haut sommet de l'État la culture du viol. On a d'ailleurs écrit à MeToo Média une tribune dans le journal Le Monde, une lettre ouverte au président Macron qui a été signée par plus de 7200 personnes, dont 60 associations quand même, c'est quand même parlant. Il n'y a pas de volonté politique. Et dans les entreprises, c'est pareil. S'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut rien faire. Et ben alors justement, cette vague MeToo est ce qu'on appelle en économie un choc exogène, c'est-à-dire un choc inattendu qui ne résulte pas d'un comportement des agents économiques. Pour MeToo, il s'agit là à l'origine d'un cas isolé. Donc ça a démarré évidemment avec Harvey Weinstein à Hollywood aux États-Unis, qui a mis en lumière un cas généralisé en France et ailleurs bien sûr, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur le marché français. Ce n'est donc pas une corrélation, mais une causalité. De cette façon-là, la vague MeToo va-t-elle déferler justement dans tous les secteurs d'activité? Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs d'activité qui sont à haut risque et d'autres à plus bas risque? Il y a des secteurs qui sont en plus haut risque, on le voit. Le cinéma en est un, évidemment, puisqu'il est exposé à tout type de personnes, notamment les enfants, ce qui n'est pas le cas d'autres types d'entreprises. En revanche, ça touche un certain nombre de secteurs, mais tout dépend aussi du niveau de régulation qu'on peut avoir. On voit sur les plus petites entreprises, c'est plus compliqué, parce que de mettre en place des politiques de régulation de ces sujets-là, c'est lourd, ça demande des investissements, ça demande beaucoup d'administratifs, qui n'est pas que des dirigeants et des patrons de TPE, PME ne peuvent pas forcément mettre en place, malgré le fait qu'ils aient des employés. Et après, on touche aussi à des secteurs, on l'évoquait juste avant, mais des secteurs, par exemple, de l'innovation, de la tech, où en fait, sont prônées beaucoup de valeurs, justement, où en fait, ça devrait être intégré. En fait, paradoxalement, ces secteurs sont très empreints de tous ces sujets-là. On voit beaucoup de scandales qui émergent, comme l'a révélé le mouvement Balance ta start-up ou Balance ton agency. Pour répondre à votre question, Rebecca, il faut savoir que le sujet des violences sexistes et sexuelles n'est pas un sujet sexuel. En réalité, il s'agit d'un sujet de pouvoir. Donc partout où on a des gens qui ont un pouvoir non régulé, on aura de toute façon un problème de violence. Pour le coup, il y a du pouvoir dans toutes les entreprises. Exactement. Mais pourquoi ça a démarré par le cinéma? C'est intéressant, parce que c'est un milieu où les égos sont
exacerbée. Totalement. C'est un milieu où il y a l'impunité. Moi, je fais partie des plaignantes dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. À l'époque, quand il m'a agressé dans son bureau, on était à 10 millions de téléspectateurs chaque soir. La génération aujourd'hui de ma fille aînée à 22 ans, elle n'arrive pas à se représenter de ce que pouvait être Patrick Poivre d'Arvor à l'époque quand il présentait le JT. Aujourd'hui, ça n'existe plus, des stars comme ça dans un pays. Depardieu, c'est l'impunité aussi, au nom du cinéma, au nom de l'art, au nom de l'audience, au nom de l'argent. Au nom de l'argent, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est cette impunité-là qui règne, quel que soit le milieu, en fait. Ouais, quel que soit le milieu, si on parle du milieu de l'entreprise, c'est paradoxal, parce que si on en croit les dernières enquêtes d'opinion, justement, on a près de 3 salariés sur 4 pour qui jugent le phénomène très grave, et surtout 3 sur 4 aussi, le phénomène s'accélère. Et on a un tiers qui est... Qu'on n'est pas dans une dégression, mais une progression. Une progression, c'est une perception du phénomène qui s'aggrave. Et donc, par rapport à ça, les réponses semblent totalement à rebours, on va dire. Peut-être aussi parce que la parole se libère et qu'il y a de plus en plus de victimes. Alors, de femmes, 80% des victimes sont des femmes, 20% sont des hommes, et je ne veux pas qu'on oublie les hommes. La parole se libère enfin de plus en plus. Maintenant, qui pour écouter cette parole quand dans une entreprise, il n'y a pas de référent harcèlement, quand dans une entreprise, il n'y a pas de cellule d'écoute, ce qui est obligatoire quand même. Mais les toutes petites boîtes, on a du mal à faire ruisseler ce mouvement MeToo dans les toutes petites entreprises. Partons des PME, par exemple, ou des TPE, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est quand même quelque chose à mettre en place. Mais tu parlais de volonté politique, et c'est la même chose en entreprise. Les dirigeants ont peur, en fait, parce que, évidemment, il y a un coût lié à la mise en place de ces politiques, mais aussi le coût qui n'est pas forcément mesurable, mais qui peut avoir des multiples énormes. Au niveau de l'entreprise même, c'est celui du coût de la réputation. Si, en fait, à l'approche d'une opération financière énorme, d'une acquisition, d'une revente ou autre, le patron est pris dans un sujet de harcèlement ou autre, ça peut faire totalement capoter une affaire. Donc le risque réputationnel est énorme, et c'est ce qui peut expliquer qu'en fait, on voit quasiment aucun patron prendre la parole dessus, quasiment aucun, sur le sujet. Et on voit sur les plateformes, on pense à LinkedIn quand on parle de l'entreprise, LinkedIn, on voit beaucoup de formations sur ces sujets-là qui sont poussées par la plateforme et par l'algorithme. En revanche, si on analyse les conversations sur la plateforme, c'est qu'il n'y a quasiment rien sur le sujet. C'est assez étonnant. Ouais. Et alors, donc, tout cela a un coût aussi. Et dans l'essai, le coût de la virilité, et son auteur Lucille Pétavin calcule ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Résultat, près de 100 milliards d'euros par an en France. C'est énorme. En gros, ça veut dire, de ce que je comprends, c'est que si les hommes étaient mieux éduqués, on ferait des économies. C'est exactement ça. Les 100 milliards que Lucille Pétavin souligne dans ce formidable livre, que vraiment je vous invite tous et toutes à lire, c'est les coûts médicaux, c'est les coûts de psy, c'est les coûts d'avocat, et en matière de sécurité, de justice, c'est les coûts de sécurité. C'est tout ça, c'est très sourcé comme livre, c'est vraiment intéressant. Et oui, on pourrait économiser, effectivement, mais pourquoi on dit protéger vos filles, mais éduquer vos garçons aussi. Et il faudrait qu'on arrive à éduquer les garçons, sauf que le dernier rapport du Haut Commissariat à l'égalité, qui est présidé par Sylvie-Pierre Brossolette, ça fait 2 années, les 2 derniers rapports sont catastrophiques sur la génération des 18-30 ans, qui est une génération qui a eu accès à Internet, donc au contenu pornographique, en veux-tu, en voilà. Il faut savoir qu'un enfant sur 2 de 11 ans a déjà vu un contenu pornographique. Moi, c'est l'âge de mon petit dernier. Je n'ose même pas lui poser la question. Donc voilà, il y a un problème. Et tous ces gens-là, aussi bien garçons que filles, ont été éduqués au porno. Et quand vous montrez à cette tranche d'âge une scène de viol réelle, une scène de viol, enfin réelle, un film, mais c'est une scène de viol, vous allez avoir certains garçons qui vont dire... Ah mais non, mais c'est pas du tout un viol, là. Ils font l'amour en fait. Non mais elle dit non, mais en fait elle est en train de dire oui. Elle dit non, mais elle veut dire oui. Et même les filles considèrent que la violence est normale, parce que c'est ce qu'elles ont vu. Or, 90% des contenus pornographiques sont punissables par la loi. Voilà, on a tout dit. Ouais, il y a le sujet de la libération de la parole et de la formation et de la pédagogie aussi. On voit, je salue d'ailleurs... Et du backlash qui arrive. Et du backlash, on voit prenons l'association e-enfance et Justine Atlan qui se bat depuis des années pour justement faire émerger le sujet de l'exposition des enfants aux images sexuelles et du harcèlement sexuel à l'école, etc. En fait, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de numéro unique pour pouvoir appeler. Donc il y a aussi à nouveau un sujet de la volonté politique pour pouvoir faire changer les mentalités et éviter qu'on se retrouve dans ce type de situation, c'est clair.
Et tous ces dispositifs-là, ils coûtent de l'argent. Tout à l'heure, vous disiez qu'évidemment, pour les startups qui ont moins de budget, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que, pour le coup, les entreprises qui avaient, j'ai envie de dire, anticipé et mis en place ces dispositifs-là avant les autres, en amont, ont obtenu gain de cause et donc ont fait des économies? J'en ai pas à ma connaissance. C'est vrai que le sujet est assez peu communiqué. Des économies, alors moi pareil, je n'ai pas d'études là-dessus ou de retour. Ce que l'on sait, c'est que ça leur coûtera toujours moins cher de mettre en place de la prévention ou une cellule d'accueil et d'écoute et d'accompagnement que de payer des frais de justice, parce qu'il faut savoir que les entreprises, enfin, on le sait tous, dépendent du droit de l'entreprise, qui n'a rien à voir avec le droit pénal ni même avec le droit civil. Dans le droit de l'entreprise, la présomption d'innocence n'existe pas. Les entreprises sont sommées de protéger non seulement leurs salariés, mais aussi les stagiaires, aussi les invités. Moi, en étant chez vous à BFM Business, je suis censée être protégée par BFM Business, et évidemment pareil pour Victor et pour Rebecca, bien sûr. Et on n'est pas sur le même droit. Et par contre, quand l'entreprise n'a pas protégé, quand elle n'a rien mis en place, ça lui coûte très très cher. Donc ça coûtera toujours moins cher de prévenir que de guérir. Très très cher, et à nouveau sur le coût du risque de réputation. Si jamais met place, on pense évidemment à n'importe quel type d'entreprise, mais d'autant plus pour les entreprises cotées, ou un cours de bourse, on voit. Et la réputation peut partir rien d'une rumeur. D'une rumeur totalement, et qui peut faire l'objet. Après, il y a aussi les réseaux sociaux sont une caisse de résonance, c'est un lieu d'expression qui est formidable parce qu'il permet de libérer la parole, mais il est aussi le lieu de détournement. Et on voit que dans des stratégies de rivalité d'entreprise, un phénomène d'astroturfing qui consiste à faire d'un phénomène isolé un grand mouvement et faire une bulle du buzz à coup d'achat de likes ou des choses comme ça, peut détruire la réputation d'une entreprise qui pourtant avait mis en place des dispositifs. Donc tout ça est assez compliqué, ce qui explique la frilosité de certains dirigeants à s'exprimer sur le sujet, alors que c'est un enjeu clair de politique d'une entreprise. Et si je peux me permettre, Rebecca, juste pour dire, une entreprise peut parfaitement décider de mettre à pied de manière, pour suspendre quelqu'un de manière préservatoire, quelqu'un qui est un danger dans l'entreprise. Il se trouve que cette personne peut être éventuellement jugée au pénal, et puis le pénal va, comme la plupart du temps, classer sans suite, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve, et qu'en France, quasiment tout le monde est classé sans suite. Il faut quand même le savoir, hein. Pratiquement 99% des agresseurs sont classés sans suite. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est obligée de classer sans suite. Ce sont deux droits différents, et l'entreprise, on a déjà vu une jurisprudence où le pénal a classé sans suite, alors que l'entreprise a condamné et a renvoyé la personne, et ça peut parfaitement se faire, et ça, il faut le dire, c'est important. Vous avez votre droit, c'est le droit du travail. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la justice pénale passe, parce que la plupart du temps, elle ne passe pas. Et alors, parmi les pistes d'action, justement, en entreprise, la communication, la sensibilisation, on vient d'en parler, l'obligation légale, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est vraiment efficace? L'obligation légale, la RSE notamment, on entend les obligations de responsabilité sociale. Est-ce que ça marche? Je me permets de parler depuis le terrain, puisqu'il y a MeTooMedia. Donc MeTooMedia existe depuis un peu plus de 2 ans. Nous avons mis au point une formation que nous délivrons dans les entreprises médiatiques, principalement, donc c'est-à-dire les rédactions, les écoles de journalisme, les boîtes de prod, principalement. Et on a déjà travaillé pour des grosses écoles de journalisme, pour des grosses boîtes de prod. Donc là, je parle vraiment du terrain. Et avec les référents qui ont été nommés, mais qui ne sont pas si bien formés que ça dans certains endroits, qui ont eu une petite formation d'une demi-journée un jour à Paris, ce n'est pas suffisant pour recueillir la parole, savoir comment se comporter quand une salariée dénonce un manager. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils ne savent même pas qu'ils sont protégés par le statut de lanceur d'alerte. Voilà. Et nous, on va sur le terrain, on passe du temps. On peut passer de 1 journée à 2 jours quand même. Et on leur apprend des tonnes de choses qu'ils ne savent pas. Et oui, ça sert, en fait. Vu les questions qu'on nous pose, on voit que les gens attendaient ça, avaient faim de ça, d'être informés, de savoir quoi faire, comment réagir quand une collègue vient me voir en disant tu sais, il m'est arrivé ça. On peut parler de sexisme, on peut parler de harcèlement, mais on peut parler aussi d'agression et de viol. Et moi, je fais quoi? Je dois le dire, je ne dois pas le dire, vers qui je me tourne, etc. Donc c'est tout ça qu'on leur apprend. Et vraiment, c'est utile. Mais par contre, il faut labourer, quoi. Et on n'est pas les seules associations à le faire, mais il faut y aller. Hein. Il faut des associations pour faire bouger les choses. Il faut des ambassadeurs aussi. Si on prend l'exemple dans le cinéma de Judith Godrèche, justement, qui hier, justement, elle est au bout, c'est-à-dire qu'elle a avec une maîtrise de la communication et des médias pour défendre cette cause-là, jusqu'à, pas seulement pour en parler, mais pour que ça se concrétise en termes d'action. Hier, a été auditionnée au Sénat, c'est une première politique en France sur le sujet, et a demandé la création d'une commission. Donc je pense qu'on arrive, grâce à des acteurs au sens large, des acteurs comme Judith Godrèche, à être ambassadeurs de cette cause-là. Il faudrait que ça puisse être transposé en entreprise pour que ça soit pris à bras-le-corps par
des dirigeants ou des acteurs de l'économie qui puissent défendre ça et faire en sorte qu'il y ait un cadre pas forcément, enfin déjà plus contraignant, mais surtout qui puisse soit fait d'effet ensuite. Mais c'est ce qui serait génial, c'est qu'on n'ait pas besoin de passer par quelqu'un de très connu. Ouais. Charlotte Arnoult, elle était là depuis 4 ans à dire moi, il m'a violée 2 fois en quelques jours. Elle a porté plainte. Il est mis en examen de Pardieu depuis 2020. Mais il a fallu qu'il y ait un game changer, comme on dit, quelqu'un de connu, de reconnu, Judith Godrèche, pour embarquer la profession. Oui. C'était glacial quand même au César. Hein. Diane Kruger s'est levée la première, une Allemande qui s'est levée la première et qui a emporté toute la ministre de la salle. Culture s'est levée très rapidement. Derrière Diane Kruger quand même. Et ça reste encore assez glacial parce que tout le monde a été plus ou moins témoin et donc quelque part complice de ce qui s'est passé, soit n'a pas voulu voir, soit a vu mais n'a rien dit. On n'y est pas encore au changement de société, mais franchement, ça avance bien là, ces derniers jours. On n'y est pas en changement de société, on le voit dans l'opinion aussi, quand le président Macron s'est positionné sur la défense de Gérard Depardieu, quand on analyse, après qu'on soit d'accord, c'est une chose, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qu'on observe dans l'opinion, ça a été suivi par bon nombre de Français. Donc on voit que les mentalités ne sont pas totalement prêtes à changement, notamment quand on touche aux personnalités. On peut dire que, pour terminer, on peut dire qu'on est sur le bon chemin, mais qu'il faut encore accélérer. Oula. Il faut passer là. Il serait temps de passer la deuxième. En France, on a un MeToo en aller-retour. Là où ça se fait en une seule fois, en Espagne, aux États-Unis, partout. Alors nous, ça n'arrête pas de faire des allers-retours. Il y a eu Balance ton port, il y a eu Charlotte Arnoult, il y a eu Adèle Haenel qui s'est levée. Et tout ça ne suffit pas. Donc Judith Godrèche se lève. Est-ce que ça va suffire ou pas Le MeToo garçon sort. Le MeToo garçon sort, mais s'essouffle très rapidement. On voit qu'en fait, il y a une bulle où il y a énormément de conversations ces derniers jours, jusqu'à très peu, parce qu'en fait... C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas, il faut que ça soit suffi d'action, c'est toujours le même sujet. Merci beaucoup Victor Bourry, merci Emmanuel Dancourt d'avoir été dans Hebdocom aujourd'hui. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis.